Ceci est le début du podcast et aussi la fin de la post-production pour moi. J'ai fini de l'éditer, ça m'a pris une plombe parce que comme d'hab j'avais énormément de boulot, sauf que le process d'édition se passe mieux, le son est meilleur même si ça laisse encore à désirer, mais je suis en train d'investir dans un second micro pour que ça passe mieux. Les sujets sont maintenant timestamp de façon à ce que la vidéo regroupe en règle générale les grands sujets que vous puissiez passer les uns aux autres. Bref, c'est notre discussion avec Grégoire Lambert, je vous laisse en profiter. Le but à terme c'est d'avoir différents intervenants pour pouvoir parler photo avec différents types d'expériences, différentes personnes. C'est bourré de petites pépites parce que pour l'instant on a surtout répondu à vos questions en règle générale, parlé de quelques grands sujets aussi qu'on avait envie d'aborder. Long terme, l'objectif c'est que toutes vos questions puissent être répondues, ou en tout cas les plus intéressantes d'entre elles. Je vous laisse les poser dans les commentaires et on se retrouve à la fin du podcast. Ciao. On commençait un podcast contre un con, c'est beaucoup plus sympa qu'en visio. C'est quand même mieux cette fois-ci. Bon bah Grégoire, ravi de te voir en vrai. Bah, merci de m'accueillir chez toi. On a passé la journée ensemble, donc en soi, il n'y a pas vraiment de surprise, c'est ça. Voilà, le but de ce podcast, c'est de rester sur une idée de discussion entre deux photographes, et là, c'était l'occasion de le faire en vrai, donc c'est beaucoup plus sympa qu'en visio. On a reçu quelques questions de votre part, on va aborder des sujets aussi, il n'y a pas une trame spéciale de ça, vous connaissez un peu l'idée à partir du dernier podcast, s'il faut, on le scindera en plusieurs morceaux, bref, vous connaissez la chanson. C'est parti. Oui, carrément. Et surtout, nous, on apprend toujours un peu le fonctionnement de tout ça. Donc, on verra ce que ça donne. Mais avec plaisir, en route. Bon, et bien très bien. On regarde un petit peu les questions qu'on a reçues. Hop. Par quoi on peut commencer? Alors, première question qui me semble intéressante. Vous vous considérez plus comme créateur ou receveur de la part de Maximilien Krebs? Maximilien, on te salue. Un autre photographe, collègue, très sympa. Créateur ou receveur? C'est une question hyper intéressante. Ça m'intéresserait d'ailleurs de savoir comment tu l'interprètes. Je te renvoie un peu la balle, mais je suis pas sûr d'avoir les mots directement pour répondre à la question. Qu'est-ce qu'on entend par receveur finalement? Alors moi j'ai déjà une réponse un petit peu préparée à ça, qui rejoint un petit peu l'idée de l'attitude du photographe en mariage et de comment je m'attends à ce qu'il se comporte. Je considère que ça dépend vraiment de ce qu'on photographie. Quand on est dans un studio et qu'on contrôle l'intégralité des paramètres du studio, de comment on installe l'éclairage, comment on place la personne, etc., il n'y a aucun doute qu'on est créateur à ce moment-là. Évidemment, on reçoit une partie, on ne crée pas tout. Un peintre, il peut faire tout de toutes pièces, etc. Ouais, okay. Mais bon, le côté receveur, moi, me parle beaucoup plus en mariage parce qu'on est reporter de mariage, on fait du reportage de mariage, voire même on fait une couverture photographique de mariage, ce qui est deux termes vraiment hyper importants parce que couverture photo, c'est un terme qui est propre en fait aux journalistes, couverture d'un événement, etc. Et je vois vraiment ça de cet œil-là, où le journaliste n'apporte pas forcément... Enfin, son objectif, c'est d'être suffisamment discret dans l'environnement dans lequel il est pour pas l'influencer trop. Dans une manif, il peut faire beaucoup de bruit, mais il assiste à un événement un petit peu silencieux, un peu calme. Si lui, il est bruyant et attire l'attention sur lui, il va dénaturer ce qui se passe. C'est ce qu'il cherche, ouais. Et voilà, exactement. Et donc, personnellement, en photo, je me considère beaucoup comme receveur de ce que je vois et interprète du réel. J'aime beaucoup cette formule-là. Évidemment, il y a une part qu'on approche parce que il y a du réel et il y a ce que nous, on va en transmettre. Le choix éditorial qu'on fait de ce qu'on a devant nous, etc. Et donc, voilà, je vois vraiment ça comme un receveur qui, après, crée de ceux qu'il a reçus. Mais on est avant tout receveur pour moi. Je suis bien d'accord. Et je dirais même plus, en tout cas, on parle surtout pour le monde du mariage, finalement. Parce qu'il y a beaucoup de photographes qui peuvent dire qu'ils sont d'abord créatifs. Mais je te rejoins là-dessus. Aussi parce qu'en fait, notre but, c'est de retranscrire la journée, finalement, je dirais. C'est de pouvoir... livrer en tout cas un rendu final qui soit fidèle à ce qu'on a pu voir toute la journée. Et effectivement, dans ce cas-là, on est receveur à 1000%. En fait, on a quand même une petite part de créativité parce qu'on nous fait confiance pour retranscrire à notre façon. Mais dans le fond, c'est de la retranscription, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse. On est là pour ça. Et je suis bien d'accord avec toi. Oui, il y avait une partie qui m'intéressait dans ce que tu disais. Quand tu parles de retranscrire ce qu'on voit, retranscrire le réel, je me fais la réflexion par exemple s'il y a quelque chose qui se passe mal dans un mariage ou qu'il y a une situation qui n'est pas idéale. Un des mariages que j'ai fait récemment, le marié avait un problème de pantalon, il devait changer de pantalon pendant la journée. Et voilà, les militaires on connaît, j'en ai un paquet, donc ça c'est non descriptif, on ne sait pas de qui on parle. Et il se trouve que, difficulté à trouver quelqu'un qui avait le bon Spencer, enfin le bon pantalon Spencer pour lui remplacer, etc., la bonne taille, bref. Cette partie galère-là, j'y étais. J'aurais pu la retranscrire, la mettre en image, etc. J'ai voulu prendre que les meilleurs moments de ce moment-là en photo.
mais de sorte que les invités à qui on ne l'a pas dit, ils ne sauront pas que ça s'est passé, ils ne seront pas forcément au courant. Et ça, c'est un choix que j'ai fait, pareil, des mariages où certaines personnes sont tristes. Il y a l'émotion, évidemment, de ce qu'ils vivent, mais il y a aussi la vraie tristesse, parce qu'il y a des choses qui ne se passent pas très bien dans la famille comme ça arrive parfois. Et ça, pareil, c'est un choix éditorial que je fais, où je choisis de ne pas le retranscrire. Toi, comment est-ce que tu le vois? Est-ce que toi, à ce moment-là, tu te considères vraiment comme receveur de ce qui se passe? Ou est-ce que tu considères que ça passe vraiment dans le côté création, parce qu'on fait une coupure entre ce qu'on voit et ce qu'on perçoit, et ce qu'on va garder, ce qu'on va faire? C'est justement ce que j'allais dire, c'est peut-être finalement la part de créatif dans ce rôle de receveur. C'est on a la trame finalement qui est déjà toute faite de la journée. Alors certes, on influence un peu pour certaines photos en proposant certaines choses, par exemple je pense pour les photos de couple ou des choses comme ça. Mais effectivement, dans ce choix de parfois savoir ce qu'on veut retranscrire, ça peut être créatif dans la façon dont on le fait, mais aussi dans ce qu'on pioche de chaque moment. Finalement, je rajoute pas beaucoup à ce que tu as dit. Mais on se rejoint sur cet avis-là. En fait, on est là, on assiste finalement comme les autres à ce qui se passe, en tout cas en mariage. Et oui, on est juste les mieux placés pour assister parce qu'on a la chance d'aider à l'objectif, donc on peut se balader un peu plus que les autres, et ça c'est sympa. Ah, c'est clair, ça c'est un bonheur. C'est une position, j'ai des personnes qui commencent la photo, qui m'en parlent un petit peu, ma fiancée aussi c'était le cas, et d'autres personnes autour, qui découvrent un petit peu ce que ça fait d'être la personne derrière l'objectif, et donc d'avoir la possibilité de se balader un peu partout. C'est un vrai passe-droit c'est fantastique d'avoir l'appareil de Longy. En plus j'aime bien accéder aux endroits où on n'a pas forcément le droit d'aller, t'as pu vérifier tout à l'heure. Exactement. Mais c'est un truc que j'aime bien faire, aller aux endroits où normalement tout le monde n'est pas le bienvenu, ça m'amuse bien. Et je sais pas, il y a une petite curiosité que j'aime bien satisfaire à ce moment-là. Et je trouve ça assez merveilleux de pouvoir se balader. Oui, carrément. Et je rajouterais juste une petite chose en plus dans ce rôle de receveur. Je suis toujours hyper finalement touché de la confiance que les mariés, la famille nous accordent, parce que finalement on est receveur d'un moment qui finalement ne nous appartient pas ou n'a pas de raison de nous appartenir, parce que la plupart du temps c'est des gens qu'on a rencontrés parce qu'ils avaient besoin de nos services, mais finalement on n'est pas de leur famille, on n'est pas de leurs amis au départ. Et finalement ils nous confient ce rôle justement de receveur un peu, pour qu'eux puissent aussi garder une trace de tout ça. Et c'est une belle mission. Ouais, on voit des trucs assez dingues, je trouve assez bon. Ouais, mais carrément. Et au départ, je ne me rendais pas forcément compte. J'étais très heureux de faire de la photo, mais j'avais pas forcément pris toutes les facettes en compte. Et en particulier, ce truc-là on se confie un peu ce moment. Et je suis content de pouvoir le faire. J'aime bien. Une question un peu plus light. Ta réponse à la phrase on fera sur le contre-jour et les avantages de celui-ci. En gros, quelqu'un qui te dit non, il faut pas faire de photo à contre-jour. Mettons que tu es Roger, 50 ans, qui viennent te déranger pendant une photo de couple. Pour te dire ça, comment tu réagis? Alors déjà, on a tous eu notre Roger sur au moins un mariage. Je l'appelais comme ça, il peut s'appeler Gérard, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est pas compliqué, il faut savoir être un peu diplomate. Alors en tout cas, moi, c'est la carte que je sors, c'est un peu la carte de la diplomatie. Mais en même temps, il ne faut pas perdre de temps, donc il faut être un peu direct. Mais je peux comprendre que ça inquiète parfois ceux qui, soit au contraire, connaissent pas du tout la photo, ou qui la connaissent suffisamment pour savoir que le contre-jour n'est pas toujours le plus simple. Mais faites confiance à vos photographes. Franchement, ils savent ce qu'ils font, pour la plupart en tout cas. Et voilà, franchement, un beau contre-jour bien maîtrisé, ça vaut 1000 fois une photo face au soleil avec les yeux comme ça. Un truc que je dis aussi, c'est souvent de leur dire, c'était très vrai à l'époque de l'argentique, de dire que les optiques n'étaient pas très bonne qualité à l'époque. Maintenant, en numérique, on peut voir en direct ce qu'on a avec le capteur et l'objectif, et que donc on peut se placer exactement comme il faut par rapport au contre-jour pour pas avoir les grands éclats ou des choses comme ça qui pourraient distraire de l'image, et que voilà. Et puis même, je rajouterais que les photos en contre-jour, je connais des photos. Alors, moi, je me lance pas là-dedans parce que je juge que c'est me tendre des bâtons à moi-même. Mais je connais des photographes qui font leurs photos de groupe à contre-jour. Ouais, et je pense que en particulier genre, mais je pensais aussi par exemple à Marie Dumont, pour ceux qui la connaissent, et qui avait même fait des stories pour expliquer tout ça que je trouvais génial, donc j'ai screené, voilà, pour garder les conseils. Ça rajoute un truc un peu différent aux photos classiques. Et si vous n'êtes pas du genre à vouloir, j'en sais rien, faire des frites avec les mariés ou lancer vos grands-parents en l'air, rajouter un petit contre-jour, ça peut être le truc déjà qui ça peut faire de la photo aussi. Exactement. Les grands-parents en l'air, ouais. Si vos grands-parents sont comme ça, c'est génial. Vous aurez une belle longévité aussi, parce qu'il doit y avoir quelque chose de génétique dedans.
Un truc qui est sympa aussi avec le photo de groupe à contre-jour, c'est que maintenant, avec les IA sur Lightroom et tout, on peut sélectionner automatiquement les sujets et on peut relever un peu la lumière des personnes dessus. Oui, et c'est donc, ça, atténuer les ombres et hop, voilà, finalement. Ce que je fais sur les photos de groupe à contre-jour, ça donne une lumière bien épique, des ombres qui font oui, c'est ça pareil, un côté un petit peu dramatique sur la photo. Et notamment, un des mariages que j'avais eu assez récemment, il y avait tout le groupe SUF qui était là, que des mecs assez jeunes, donc je les ai tous mis dans une position un peu épique, contre-jour, sous des branches d'arbres. De Gladiator. Exactement, et c'était vraiment l'image que j'avais en tête, avec la lumière un petit peu orangée et tout ça, et ça peut donner hyper vite. Si j'en retrouve, je la mettrai bon. Nickel. Voilà. Et toi, t'avais des... C'est moi qui joue. Allez, bah écoute, chacun son alors, tour. Alexis. Je vais commencer par... On va changer un peu de sujet. On nous m'a demandé, j'allais dire nous, oui c'est un peu nous finalement, est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup de concurrence dans le milieu de la photo? On avait déjà un peu abordé dans les vidéos d'avant la question plus d'Instagram en lui-même, mais même finalement on pourrait parler maintenant de concurrence. Comment est-ce que tu te places finalement par rapport aux autres photographes un peu, on va pas se le cacher, du monde catho d'Instagram que tu côtoies, je pense, un peu plus maintenant. Je pense que ça dépend ce qu'on me propose. Il y a différentes catégories de photographes, et non pas je vais mettre sur des piédestals, mais ça dépend en fait de ce que les personnes proposent. Les photographes qui débutent et qui proposent des photos plus jolies que des photos de téléphone sur un mariage, pour un prix modeste, il y en a beaucoup dans le monde catho et sur Insta. Des photographes qui font ça sérieusement et qui demandent forcément un tarif équivalent, qui ont de la technique, qui ont l'habitude de le faire, etc. J'ai l'impression qu'en fait, assez paradoxalement, il n'y en a pas tant que ça. Et je serais étonné de découvrir qu'on se marche sur les plates-bandes. C'est pas forcément en tout cas quelque chose que je vois. J'ai l'impression que c'est plutôt comme on se refile des mariages les uns les autres. Oui, j'ai l'impression qu'il y a plus de demandes que d'offres d'un point de vue des photographes. Et que c'est d'ailleurs pour ça que on peut assez facilement inciter les gens à se lancer en photo. Il y aura toujours des gens qui cherchent, hein. C'est assez impressionnant. Voilà. Mais je sais pas si toi c'est quelque chose que tu observes. Pareil, enfin, je ne sais pas si concurrence serait le terme adapté. Alors forcément, on est tous un peu à regarder comment font les autres pour savoir un peu se placer, mais c'est pas forcément de la concurrence. Et alors finalement, quand je me pose la question à moi-même, si je suis le travail des autres, c'est non pas pour me dire ouf, je fais mieux, mais c'est plutôt pour me dire ah mais c'est hyper intéressant qu'un tel ou un tel ait fait ça comme ça. Je vais aller lui demander si ça a été compliqué, ou je vais lui demander conseil pour savoir comment ça s'est fait. Et c'est un peu ce que j'avais dit déjà la dernière fois, mais moi, je trouve que c'est... En tout cas, j'ai eu la chance de tomber sur des gens très bienveillants, et sans qui je ne serais pas là aujourd'hui, au bout de 4 étés où j'ai pu faire des mariages. Et je lui demandais plus de conseils que mis de bâtons dans les roues des gens. C'est pas tout ton style, je crois. Non, ça, je pense que c'est... Là, tu adresses forcément la partie un petit peu plus état d'esprit dans le monde photographe, et ça, c'est vrai qu'on en avait parlé la dernière fois. Je pense que quand elle parle de concurrence, c'est vraiment est-ce que... il y a un enjeu économique particulier au fait soit de dépasser les autres ou leur prendre des parts de marché, ou je sais pas comment ça pourrait fonctionner si on rendait ça vraiment très économique comme combat. Mais personnellement, j'ai l'impression qu'en fait on lutte plus contre notre fatigue, notre emploi du temps perso, nos propres limites en tant que photographe, parce qu'on n'est pas des dieux. C'est vraiment beaucoup plus la limite de l'exercice que le fait que quelqu'un d'autre fasse aussi des photos de mariage. Et je pense que tu seras d'accord, enfin même tu vas approuver, je suis sûr, mais avec même en ayant refusé les prestations pour 2024, les reportages, pardon, je n'ai pas de prestations, même en les ayant refusés, je pense que j'ai dans ma boîte mail et sur Instagram de quoi remplir 2 à 3 saisons de photographes en demande. Donc en fait, concurrence, même pas, parce que dans tous les cas, il y aurait du travail pour 3 personnes. Rien que dans mes mails à moi, donc je peux même pas imaginer dans les tiens. La dernière saison, j'ai eu 250 demandes. Ouais, c'est ça. Alors effectivement, il y a des gens qui balayent un petit peu les différents choix pour se faire des devis, pour avoir bien sûr, etc. Donc, ça ne veut pas dire que les 250 que tu as reçus sont toutes différentes des miennes, mais il y aura toujours du travail pour tout le monde. C'est ça, clairement. Et puis en plus, je pense qu'il y a un côté personnel dans la photographie qui fait que dans la façon dont on traite les photos, les couples vont vouloir nous avoir nous plutôt que quelqu'un d'autre, indépendamment du prix qu'on demande. Forcément, ils ont un seuil à partir duquel c'est plus adapté, mais avant ça, en fait, le prix est moins un problème, d'autant que un mariage, c'est forcément un gros budget dès le départ. Le photographe, c'est une micro-portion de ce budget-là.
Voilà, ça doit être 5% ou 10% grand max du budget total d'un mariage. Et du coup, les demandes qu'on reçoit, il pourrait y avoir un photographe qui serait meilleur que nous, qui serait plus sympa, qui serait moins cher. En fait, ce que beaucoup de photographes ne comprennent pas, c'est que le prix, c'est pas l'argument décisif principal pour la plupart d'entre eux s'ils font un bon travail. S'ils font un travail moyen, dans la catégorie des photographes moyens, bah oui, c'est le prix qui les différencie et qui fait que, voilà. Mais s'ils communiquent bien, qu'ils travaillent leurs photos, qu'ils ont un bon feeling, que le bouche à oreille leur fait de la pub, en fait, ça sera beaucoup plus sur eux combien ils seront prêts à prendre de mariage qui va faire la différence. Parce que les personnes vont les attendre, vont leur avoir eux. Mais ouais, et tu touches un truc hyper important, c'est que, en fait, encore une fois, on va tourner autour des mêmes sujets. Hein, il y a la part de travail de ce que tu crées, et finalement, il y a toi au milieu de tout ça, qui est hyper important dans cette question-là. C'est effectivement la concurrence, ok, mais qu'est-ce que toi tu apportes de plus? Ou qu'est-ce que toi, comment est-ce que tu te places en mariage auprès des gens? Comment est-ce que tu échanges avec eux? Ben forcément, en fait, ça joue vachement dans tout ça. Et il y a des gens qui seront prêts à mettre 2 fois le prix si en fait, tu leur as montré que c'est de toi qu'ils avaient envie. Alors que si tu restes, entre guillemets, dans la masse, on va dire, pourquoi est-ce que finalement ils prendraient toi à ce prix-là alors qu'il y a un tel qui a l'air aussi gentil et qui le fait pour 2 fois moins cher, ça joue aussi. Je suis assez d'accord. Ça rejoint une question qu'on a reçue dedans, l'art de la transition. mais je pense que ça rejoint vraiment cette idée-là que tu dis de cet équilibre à trouver entre son style à soi et le fait d'être noyé dans la masse, etc. Quelqu'un qui demande donc Libet, Marc 05. Intéressant de lire les pseudos en français. Sans doute une Elisabeth, je ne sais pas quoi. Comment avoir un style bien à soi tout en restant sobre pour que ça plaise aux gens? Le mot sobre n'est pas forcément... Enfin, il me chiffonne un peu. Comment est-ce que tu le reformulerais, toi, pour que ce soit plus juste? Parce qu'il me fait aussi un peu grincer les dents, mais... En fait, moi je comprends la phrase... alors, je ne veux pas porter de jugement sur les libettes du tout, mais c'est... les libettes réfléchit trop à ce que les autres vont penser plutôt que ce qui lui plaît au départ. Moi j'aurais dit comment avoir un style bien à moi en restant quelque chose qui me correspond et qui en plus va plaire aux gens. Et bien écoute, Libette, je te souhaite de trouver ton style qui te plaise et qui plaira aux gens. Et c'est ça justement qui est hyper intéressant, c'est que finalement c'est pas à toi de t'adapter aux demandes des gens, c'est tu t'appropries un style, tu apprends ce style, il te plaît, tu commences à te développer dedans, et parce que tu joues bien avec ce style-là, et ben les gens viennent à toi. Oui, je pense que c'est le connais-toi toi-même, mes versions photographiques, le style photo. C'est là. Alors, juste pour faire le mot sobre, je suis assez d'accord, même si je pense que je comprends ce qu'elle veut dire, elle veut sans doute dire sans excentricité, sans extrême. Se trouver soi sans extrême, comme si peut-être que Libet est très extrême dans son style et dans son excentricité, mais je pense que ce qu'elle veut dire, c'est comment raisonnablement, voilà, être fidèle à quelque chose qu'on aime et rester raisonnable par rapport aux attentes des gens. Mais je te rejoins pareil, que je pense que le plus important, c'est d'abord de trouver son style et qu'après, il y aura toujours, comme il y a tous les goûts dans la nature, il est évident que trouvant son style, on parlera à des personnes qui aiment cette façon de prendre des photos. Évidemment, il y a les styles mainstream, mais beaucoup de personnes le font. Il y a eu les tendances de moody et sombre, etc. On a eu des tendances de light and airy, donc avec beaucoup de lumière, de surex. Voilà, et on en revient. Il y a eu la période HDR. Aujourd'hui, je ne sais pas exactement vers quoi on va aller, mais j'imagine qu'il y aura un coloré lumineux, style un peu vintage. Voilà, je pense que les tons pêche, ça va être un peu la prochaine tendance de saison, mais je me trompe peut-être. Ce qui est certain, c'est que si c'est une tendance, c'est que beaucoup de photographes le font. Donc en fait, on ne se différencie pas forcément de la masse. Certes, on fait un truc qui plaît aux gens, mais comme beaucoup d'autres le font, si on n'est pas capable de se différencier, qu'est-ce qui fait que nous voudrons nous par rapport à quelqu'un d'autre? Pas vraiment grand-chose. Ou sinon, tu peux aimer faire des tompettes, mais dans ce cas-là, maîtrise-les à fond pour que oui. on peut surfer sur la tendance, entre guillemets. J'ai l'impression, pour pas les retouches photo, je sais pas si c'est plus adapté, mais après tout, si tu excelles là-dedans, pourquoi pas garde-le pour toi? Mais effectivement, et encore une fois, il y a cette question de sortir du lot qui revient. Dans ce cas, moi, c'est plus, au lieu de chercher à soit ressembler à une tendance, soit sortir du lot, plaire aux gens, au contraire, être fidèle à soi, je pense que vraiment, le plus important, c'est d'abord de tester à embellir les images. D'embellir les images. Si embellir, c'est tellement vague que on met systématiquement dedans ce que nous, personnellement, on aime. Et dans cette idée-là de juste embellir en post-prod, je pense qu'on va naturellement s'orienter vers quelque chose qui nous plaît. Et c'est une recherche qui prend du temps, mais c'est impossible de scroller sur Instagram et de se dire tiens, c'est exactement ça que je veux avoir, parce que en fait on se trompe à ce moment-là.
on a l'œil qui n'a pas encore été habitué à ça, et la répétition. Par exemple, il y a une période où quelque chose qui était très à la mode, c'était des photos symétriques de nuit dans la rue, un peu néon, avec des teintes bleutées azur et des teintes orangées un peu sombres, de préférence avec des capuches et des choses comme ça, et des grosses voitures. Ça, il y a eu une période où sur Insta, c'était le style dominant. Je pense que le nombre de photographes qui en faisaient était disproportionné par rapport au nombre de photographes dont ça aurait vraiment été fondamentalement le style, et qu'aujourd'hui ils tombent dans l'oubli et ils sont obligés de se réinventer dans quelque chose, mais c'est pas forcément quelque chose qui leur correspondait à eux. Je pense que pour les photos de mariage c'est un peu la même chose. Le style d'Ange Provo est très différent du tien, très différent de Marie Dumas, et très différent de... À toi. Bah, les nôtres sont pas si différents que ça, un petit peu. Oui, t'as une prédominance du noir et blanc et tout ça, mais j'ai l'impression que sur les couleurs, on est peut-être, je suis peut-être un petit peu plus punchy sur certains trucs, et toi, on est un peu dans la même gamme quand même. Mais voilà, c'est ça, on est cousins, quoi. Et je pense que ça, c'est pas forcément une histoire de choix volontaire, c'est une histoire de découverte au fur et à mesure des éditions. Oui, carrément. Et qu'il faut arrêter de se prendre la tête dessus. Et surtout, le style évolue, hein, forcément. Mais rien qu'entre deux saisons différentes, mes retouches de l'année dernière sont déjà obsolètes finalement par rapport à celles que j'utilise cette année. Et d'ailleurs, je peste d'avoir passé 3 heures à développer autant de choses pour que 6 mois après, ça ne me serve plus à rien. Mais bon, c'est pareil pour tout le monde, donc c'est comme ça. Mais et heureusement d'ailleurs que l'œil continue de s'affiner, etc., en fonction aussi de ce que les autres font. Ça peut inspirer, etc. Mais pour ça, la post-production, c'est l'exercice, je trouve, qui développe le plus l'œil. Carrément. Je découvre certaines couleurs que je ne connaissais pas. Alors pourtant, c'est dans le spectre visible, donc on dirait que je le connais, mais c'est comme un enfant qui découvre d'abord la différence entre le salé et le sacré. Le salé et le sucré. Puis après, qui rajoute la mer et l'acide. Et puis après, il va découvrir le goût de certaines herbes. Et puis il va finir par apprécier le goût des tanins dans le vin. Le goût de... En fait, cette subtilité de découverte de palais, c'est pas forcément qu'il n'aurait pas pu comprendre ses goûts avant. Il recevait, son cerveau avait l'info. Mais il n'avait pas forcément tout le palais assez développé, l'expérience. Et pour l'œil, c'est pareil. Le vert, je ne le voyais pas du tout de la même façon avant. Le vert, moi, je le voyais un peu jaune. Pourtant, mes cônes dans l'œil n'ont pas changé. Mais mon interprétation et mon attention aux différentes teintes de vert font que, aujourd'hui, mes verts glissent de plus en plus vers du vrai vert, parfois un peu bleuté. Le vert, c'est une vraie question, je pense. Ceux qui font un peu le retouche connaissent le mystère du vert. Mais c'est pas pour rien que dans les couleurs, le RVB ou RGB, en fonction de si on le dit en anglais ou en français, les capteurs sont avec 4 pixels pour une teinte de couleur. Et il y en a 2 verts, un rouge, un bleu, parce qu'en fait, le vert est la couleur dominante en nombre de cônes qu'on a dans l'œil. Et c'est la couleur sur laquelle on a le plus de nuances de perception. D'ailleurs, pareil, quand on regarde la sensibilité numérique, le gros geek là, alors pas la sensibilité, mais la précision dans les gammes de couleurs d'un écran d'ordinateur, le spectre de couleurs visible qui va montrer, ça va toujours être un espèce de triangle, rouge, vert, bleu, et le pic vert est toujours disproportionné par rapport au reste. En fait, la raison, c'est que l'œil étant beaucoup plus sensible à ça, les capteurs d'appareil photo et les pixels d'écran d'ordinateur ou de téléphone sont quasiment toujours, il y a quelques technologies un petit peu différentes de ce point de vue-là, mais la très grande majorité du temps, les pixels vont être plus nombreux du côté vert pour avoir plus de nuances dedans, parce qu'on va permettre. Parce qu'on est fait pour vivre dans la nature, donc ça développe les récepteurs de ce point de vue-là. Voilà, donc c'est pas grave si vos verts tirent un peu vers le jaune, les violettes pour le moment, mais vous verrez au fur et à mesure, ça vient. on en est sauvé à partir d'un moment. Mais voilà, donc pour répondre effectivement à cette question-là, je pense que c'est vraiment plus une recherche personnelle. Exactement. Et moi, j'aurais même envie de dire, si ta retouche va un peu dans les extrêmes, que t'aimes les couleurs qui pètent, etc., pour reprendre l'idée de l'extrême facile, c'est d'avoir des couleurs un peu punchy, pourquoi pas, finalement. Ouais. Et puis à un moment, tu t'en lasseras. Voilà. Le seul truc contre lequel je me mettrais en garde, peut-être, c'est de commencer par des retouches trop extrêmes. C'est-à-dire que, comme pour le maquillage, les touches légères font beaucoup plus que des gros trucs très bourrins. Et au fur et à mesure du temps, on apprend à en rajouter aux bons endroits. Mais je pense qu'il faut commencer très léger, sinon on fait des horreurs, quoi. Et après on regarde en arrière, on se dit qu'est-ce qui s'est passé. Et en débutant, c'est normal, c'est un truc... Il faut tenter pour savoir si ça nous plaît. Ouais. Il y a un peu 2 écoles là-dessus, il y a les tutos YouTube et ceux qui... à force de... Ça fait partie des projets, mais en développant la partie cours sur l'école de Malais, le but c'est qu'il y ait le bon contenu pour les gens après. Ça arrive, ça prendra le temps qu'il faut pour que ce soit de bonne qualité, mais ça arrive. Est-ce que tu avais d'autres questions? Allez. Si tu veux, ça on peut faire en ping-pong. De manière, je crois que j'en ai un petit peu moins que toi.
Je vois, peut-être que je capte. On aurait peut-être dû y réfléchir avant, mais c'est une question un peu plus légère aussi, mais je sais que moi aussi j'adore les avoir. Est-ce que tu as un moment insolite d'une prestation à partager? Je suis en train de chercher aussi, mais... Il y en a tellement. Un truc improbable, quoi. Un truc improbable. Un prêtre qui danse avec une religieuse qui était sa sœur. En mariage, fin de dîner, sortie de tout le monde dans le jardin pour danser comme des cabris, des tarés en tournant autour d'un gros feu de veillée dans le jardin, le temps que la salle soit prête pour les danses. Pas plus tard que le dernier mariage, j'ai un discours en mode épopée médiévale avec des personnages, ils étaient 15, à jouer différents personnages de l'épopée avec des déguisements pas possibles, un narrateur, une musique dans le fond, enfin, truc complètement hallucinant. Qu'est-ce qu'il y a eu Je sais pas, il y en a d'autres qui vont me venir en tête, mais Forcément, mais un peu au pied de lit, je sais pas si moi j'en aurais même autant à dire, mais alors, j'ai fait assez peu de mariages cet été, j'en ai fait seulement 2, mais attention, j'ai eu la maman qui nous a fait une reprise de Céline Dion, adaptée à ses enfants, et qui a eu le courage et le cran de la faire devant tout le monde en vivant sa chanson. Je pense que j'ai jamais entendu une foule applaudir aussi. Coupure vidéo, on retrinque. Voilà. C'est parti, route de 2. Bon, donc, ta maman qui chantait Céline La Dion. maman, j'avais oublié, j'ai eu le dinosaure gonflable lors de la soirée. Et alors ça, que je me souvienne, je crois que c'est le frère du marié et la sœur du marié qui sont arrivés, vous savez, dans les costumes qu'on gonfle à l'air, là, parce que, a priori, Romain, ce qui va se faire là, était particulièrement fan des dinosaures, et alors je peux vous dire que ça a mis une ambiance dans la soirée. C'était royal, voilà. Franchement, ça c'était génial. Et sinon, moment insolite, mais il y a toujours Grégoire qui oublie une batterie sur les préparatifs, qui oublie ses lunettes, qui se rappelle finalement que son sac est resté coincé dans la salle du cocktail alors qu'elle est fermée la clé. Voilà, il y a toujours des petits trucs insolites comme ça sur mes prestats. Mais ça, c'est juste parce que je suis vraiment un poisson rouge et que j'ai pas de mémoire. Donc, pour un mec en médecine, c'est très crédible. Ouais, ouais, ça fait mal, ouais. J'ai hâte de passer les OCM. Il y a la question, ce que vous auriez aimé savoir avant de vous lancer dans le métier de photographe, d'Apolline, à photographie, on t'embrasse. Ça, c'est... En fait, je dis à chaque fois que c'est des bonnes questions, mais c'est hyper intéressant. J'ai choisi pour ça aussi. Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir? Déjà, j'aurais aimé savoir que ça me plairait autant. C'est tout bête, mais ça m'aurait rassuré et ça m'aurait aidé à prendre vraiment confiance. En fait, finalement, c'est forcément des moments un peu impressionnants de se lancer un peu dans la photo de mariage, parce que c'est pas anodin pour les gens qui nous confient ces journées-là. Et savoir que je suis capable de le faire et que je suis pas plus bête qu'un autre. En fait, et même d'ailleurs, j'ai eu un peu cette chance-là d'être vachement entouré au départ. Et n'hésitez pas à demander l'avis des gens autour de vous. À la fois des gens qui ont l'œil du photographe et qui sauront vous donner un peu des conseils un peu plus aiguisés, si on peut dire, en termes de couleur, en termes de qualité, en termes de composition. Mais aussi, moi, avoir l'avis de mes proches, de mes parents, de mes amis, qui me soutenaient un peu dans mon projet, c'est déjà important. Donc, finalement, je retourne un peu la question, mais plutôt de qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui se lance un peu dans la photo, juste pour cette partie-là. Ouais. Je dirais de bien se trouver, c'est le truc de base. Mais alors toi, est-ce qu'il y a un truc en particulier que tu as découvert et que tu aurais aimé savoir avant? Je reprends la question ici. Il y a plein de trucs. Si tu me demandes d'en choisir un, je commencerai par les sacrifices, moi, que ça demande. Je pense que les gens n'ont pas forcément en idée ce que ça implique, en fait, comme renoncement de faire ce métier-là. Comme tous les métiers. Il n'y a pas de doute. Dans médecine, les années d'études, c'est un sacrifice. Le fait, une fois qu'on a fini ça, d'être coincé dans son métier, d'avoir pas beaucoup de variations possibles quand tu as choisi une spé pour faire quelque chose de radicalement différent. Je veux dire, si tu as fini des études en étant chirurgien, ça va être compliqué de devenir kiné la semaine d'après, ou peut-être dans l'autre sens, si tu es kiné, ça va être compliqué de devenir chirurgien. Pour photographe, il y a pas mal de renoncements. Il y a le fait que tu travailles, surtout pour une photographe de mariage, tu travailles quand les autres sont en vacances. Alors, quand on est en études, c'est génial, mais au fur et à mesure du temps, ça demande un renoncement de plus en plus important. Et je suis admiratif de celles qui ont une famille, un mari qui travaille la semaine et qui, elle, travaille le week-end sur des mariages. C'est courageux de leur part. Renoncement aussi par rapport à l'image que les gens ont de nous. C'est hyper paradoxal comme truc entre ceux qui nous connaissent et qui apprécient beaucoup ce qu'on fait et qui sont hyper touchants d'encouragement et de remarques positives, etc. Et de bienveillance, c'est vraiment ça. Et des personnes qui, souvent chez les personnes un petit peu plus âgées, vont regarder ce qu'on fait et se dire
bon, ça lui passera, c'est une lutte de jeunesse. un vrai métier. Exactement, et je peux pas l'en vouloir parce que je comprends, enfin, c'est pas évident quand on n'est pas dedans de comprendre tout ce que ça implique de passer de faire 3 photos pendant ses vacances à faire un métier de photographier des événements comme ça. C'est tellement radicalement différent que ça n'a rien à voir, à tel point qu'on peut avoir plaisir à faire des photos en vacances quand on fait une overdose ou faire des photos de mariage, et inversement parfois. Donc, c'est vraiment pas la même chose, et c'est un renoncement de devoir se dire, certaines personnes vont adorer ce que je fais et vont me connaître et vont me soutenir à un niveau qui n'est pas forcément corrélé à la qualité ou au fait que je fasse c'est mon métier. Quoi. Je veux dire, tout le monde ne va pas dire aux pompiers, aux gendarmes qui croisent dans la rue en civil, leur dire c'est incroyable ce que vous faites, merci de risquer votre vie, etc. Nous, on risque pas notre vie, on fait des petits sacrifices de quotidien, mais c'est pas des sacrifices aussi importants. Et pourtant, le soutien qu'on reçoit est souvent bien plus important que ça. Donc ça, c'est une première chose. Et à la fois, la distance qu'il y a avec d'autres personnes qui ne comprennent pas du tout ce qu'on fait et pour qui c'est un métier tellement obscur que voilà, ils espèrent juste pour nous qu'on arrête, en fait. Donc ça, c'est une première chose que j'aurais aimé savoir. Deuxième chose que j'aurais aimé savoir avant, c'est que l'obsession pour la formation technique doit être qu'une part du processus d'apprentissage et qui est une part où il faut apprendre à suivre son cœur. Moi, ça me parlait plus parce que j'ai vraiment commencé par ça, j'en avais parlé beaucoup la dernière fois. Et je sais qu'il y a beaucoup de photographes qui commencent et qui font que à se suivre les émotions qu'ils ressentent en mariage et les retranscrire, etc. Et qui n'ont pas du tout la formation technique à côté. Et donc qui perdent énormément de temps à cause de ça et qui pourraient progresser beaucoup plus vite en ayant cette base-là. Et ça, c'est un truc que j'aurais aimé savoir, à quel point les deux sont importants et que l'un ne prévaut pas par rapport à l'autre. Et ça, pour moi, ça aurait été important de le savoir. Je réfléchis à d'autres trucs. Toi, t'en as qui viennent là comme ça? En fait, c'est juste que j'ai peut-être un point de vue un petit peu différent parce que on va dire que je fais plus de la photo de loisir, alors en étant ouais. J'allais dire professionnel, est-ce que je peux aussi dire ça? Mais j'ai pas décidé de faire que de la photo. Donc en fait, j'ai pas tout à fait la même approche aussi parce que je me suis pas finalement posé cette question, j'en fais pas mal, mais je fais plein d'autres choses à côté, du monde de la médecine en particulier, et j'ai toujours un peu tâtonné dans la photo et j'ai toujours reçu les choses dont j'avais besoin en temps voulu. Mais c'est pour ça finalement que j'ai commencé et j'ai un peu divagué en parlant de bien s'entourer. Parce qu'en fait, sans que j'ai besoin de le savoir, les gens m'ont apporté les clés. En particulier, rien que ce soit sur la formation, j'ai été hyper entouré par des photographes qui m'ont montré comment utiliser mon boîtier. Que ce soit sur les gens à rencontrer au bon moment, j'ai eu la chance de faire la connaissance de photographes aujourd'hui que j'apprécie beaucoup et qui m'ont apporté peut-être sans le savoir même, mais en fait par leur style, etc. Donc j'ai jamais vraiment buté sur quelque chose dans la photo. Donc je sais pas si j'ai des clés pour répondre à la question. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Un truc qui retranscrirait aussi sans doute ce que tu veux dire par rapport à ça. En tout cas, moi, ça me parle. Je sais que c'est un truc que j'ai vécu, c'est que se lancer dans la photo, c'est pas si compliqué que ce qu'on croit. Le chemin est très simple. Il faut beaucoup travailler, il faut adorer ce qu'on fait, et puis il faut partager ce qu'on fait aussi aux autres pour avoir des retours, pour qu'ils connaissent notre travail aussi. Et je pense que c'est vraiment les 3 piliers. Le boulot, le plaisir et le fait de le partager. Et ça, c'est un truc que j'aurais aimé savoir avant parce que ça m'aurait libéré de beaucoup d'inquiétude de ne pas savoir si en me lançant ça allait fonctionner, si les personnes allaient être réceptives à ça, si c'était possible d'en vivre. Ah oui, chose que j'aurais aimé savoir avant. C'est pas compliqué de vivre de la photographie. C'est exigeant, mais c'est pas compliqué. Beaucoup de personnes ont l'impression que comme c'est un métier passion, on doit vivre sous un pont, investir tout ce qu'on a dans notre matériel et implorer les personnes de nous payer. Ce que je ne réalisais pas, c'est que en fait, beaucoup de photographes qui ont un certain nombre d'années derrière eux, qui sont un peu stratégiques dans leur approche, vivent beaucoup mieux que leurs amis ingénieurs ou médecins. C'est pas destiné à toi, mais tout dépend de la spécialité. Allez, on va le perdu. Toi, tu vas faire les deux, donc ça va. On verra. On va essayer de finir un des deux. mais au-delà de ça, c'est que c'est un truc que j'aurais aimé savoir avant parce que ça libère de beaucoup de questionnements par rapport à ça. Le métier a suffisamment de compromis pour faire un écrémage en fait de ceux qui vont le faire et pour que à un certain stade, il reste que ceux qui ont vraiment envie de le faire et ceux qui ont vraiment envie d'avoir ces personnes-là qui bossent pour eux. Et ça, c'est match made in heaven, c'est parfait quoi. Donc ça permet de le dire. Et ça, c'est un truc que j'aurais aimé savoir avant. Parce que ça m'aurait libéré mentalement sur beaucoup de choses. Donc, en plus. Et on valide. Ça permet de libérer aussi les personnes qui essaient de distinguer entre gagner leur vie ou faire quelque chose qu'ils aiment. Pourquoi choisir? Ça peut faire les deux. Exactement.
un médecin, c'est ça, quoi. Mais aussi, ouais, bien sûr. Je pense. Est-ce qu'on a dit l'essentiel? En tout cas, j'aurais pas grand-chose à rajouter de plus. À part de vous dire de vous amuser dans la photo. Mais bon. Ah oui, et dernier truc, c'est un métier merveilleux parce qu'on n'est pas obligé de faire 15 années d'études avant de commencer à l'exercer. En fait, il est possible de commencer doucement. Donc, dans la question, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant de vous lancer dans le métier de photographe? Moi, je me suis jamais vraiment lancé dans le métier de photographe. Il y a eu un moment aussi où j'ai fait une vraie décision d'investir beaucoup plus de temps et d'énergie dedans et d'en faire mon pari, mais pendant longtemps, je m'y suis progressivement retrouvé un peu comme toi, parce que juste, ça m'éclatait. Et toutes les personnes qui me disaient, bah, tu pourrais en faire ton métier, tu pourrais en faire un peu plus sérieusement, tu pourrais répondre à des... Je disais non, j'ai pas envie d'être photographe, j'ai pas envie de faire ce métier-là, je me destine à quelque chose de très différent. Et c'est plus le métier qui m'a choisi que moi qui ai choisi le métier. Et je pense que pareil, ça libère de beaucoup d'inquiétudes. Les personnes qui, avant même d'avoir commencé à apprendre à faire de la photo, se posent la question, se prennent la tête entre les mains et se demandent, mais vais-je être photographe de mariage? Est-ce que ça va être mon métier? Je pense que ça n'a pas lieu d'être comme question. Faut en faire. Faut voir comment les personnes répondent à ça. Et surtout, vous, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est un truc qui reste? Est-ce que la passion continue? Et je pense que c'est le meilleur moyen de le savoir. Oui, exactement. Voilà. Si on se met un objectif trop vite, trop tôt, bientôt. Alors, il faut avoir des objectifs. Oui. Attention. Mais des petits milestones. Pas obligé d'avoir Exactement, des choses atteignables au fur et à mesure, et vous verrez bien si vous finirez photographe à plein temps ou pas. Ouais, complètement. Et la réponse est souvent oui, parce que c'est tellement merveilleux comme métier que ça vaut beaucoup de sacrifices et beaucoup du temps que ça prend. Peut-être pas toute une vie, peut-être pas toute une carrière, mais au moins des jolies tranches de vie. Je connais pas beaucoup de photographes qui s'éclatent en faisant leur métier et qui arrêtent au bout de 3 ans. La plupart du temps, ils font 10-15 ans dedans, au minimum, parce que c'est une vie, ça. Je pense qu'on met du temps avant d'en faire le tour. Et puis quand on fait plus de mariage, on s'épanouit dans une autre tranche de photo, on y revient, il y a toujours moyen de s'occuper, je pense. Grégoire Lambert, photographe de cabinets médicaux et autres équipes de staff. Et le VL plantaire. Magnifique. Tu pourrais faire une exposition taille géante des pieds de patients. Génial. Est-ce que tu as des petites pépites à attaquer? Alors, moi j'en avais une, mais je pense que tu en as une qui permettrait de rebondir sur la mienne. Ah, vas-y. Donc je vais essayer de la retrouver. Vas-y, je vais faire le tour de ce que t'as. Là, c'est beaucoup plus concret, c'est un peu moins d'extrapolation, je pense. Je me permets de modifier un peu la question. Mais, parce que je sais que aussi ça peut répondre à pas mal de questions de certains d'entre vous. Avoir un débutant avec toi sur un mariage pour vous. Alors, fondamentalement, parce que c'est comme ça que j'ai appris. Parce que c'est toujours intéressant aussi de voir un peu où sont les personnes qui débutent. Pour moi, c'est hyper intéressant parce que comme j'en forme, ça me permet de prendre la température en direct de comment ils se comportent sur un mariage, quelles sont leurs difficultés principales quand ils découvrent le truc. Il y a des trucs qui sont des réflexes. Je fais plus d'une cinquantaine de mariages, c'est bon. Il y a des trucs, c'est mécanique. Je me pose même plus la question. Mais je sais qu'au début, il y avait certaines questions que je me posais et je vois des personnes qui commencent et ça fait écho à plein de cheminements que j'ai fait avant et de choses qui maintenant me semblent évidentes mais qui n'étaient pas forcément au début. Donc ça, c'est vraiment très intéressant de conscientiser une partie de ce processus-là. C'est agréable de partager ce qu'on fait, c'est agréable de ne pas se retrouver seul aussi en mariage. Exactement. Pour ça, c'est très précieux. Voilà, mais il y a des désavantages. Il y en a. Alors, qui sont pas forcément contre la personne en elle-même, mais... ça peut. Oui. En fait, ça peut. C'est là, il faut préciser qui est le débutant en question. Moi, j'ai eu principalement des très bonnes expériences avec des personnes qui m'ont accompagné en mariage, des très belles surprises, des personnes sur lesquelles je miserai de l'argent sans problème, sur le fait que demain, ça sera nos remplaçants, ceux qui nous prendront la place. Et j'en suis très heureux parce que je pense qu'il y en a qui sont vraiment talentueux. Il leur faut le temps. Mais je pense qu'ils font un bon bout de chemin. Mais voilà, je vais revenir sur les désavantages, mais pour rester d'abord très sur le positif et l'avantage, tu aurais des trucs à rajouter dessus? Non, mais un peu comme tu disais tout à l'heure, moi je trouve ça beau aussi. Comme toi, c'est comme ça que j'ai appris. J'ai eu la chance de pouvoir accompagner, je l'avais raconté déjà, mais même plusieurs fois avant de me lancer tout seul d'autres photographes sur des mariages. Et c'est chouette de pouvoir inverser la tendance et rendre l'appareil, donc ça c'est sympa. Et puis en général, c'est aussi l'occasion à petite échelle, mais souvent c'est des gens avec qui on a déjà discuté sur les réseaux ou des choses comme ça. En général, si on accepte que quelqu'un nous suive, c'est parce qu'on l'a un peu cerné. Et c'est toujours des moments sympas de pouvoir partager quelque chose de commun avec quelqu'un. Voilà. On est câblé pareil sur un sujet qui est la photo. Et pour qu'il nous suive, c'est qu'il s'intéresse à notre vision de la chose. Et, ouais. Voilà.
c'est assez précieux. Bah, ça rejoint vraiment ce côté-là, être câblé sur notre façon d'approcher en tout cas la photo de mariage, le fait de nous suivre, c'est un peu les deux points sur lesquels ça peut très bien se passer, comme ça peut être un peu plus compliqué. Et je pense que j'ai eu plus d'une vingtaine de personnes qui m'ont accompagné sur le mariage. Oui, j'en ai fait beaucoup. Wow. Je vais pas du tout partager systématiquement parce que il y en a pour lesquels je voyais pas trop l'intérêt de le faire tout de suite. Ils avaient pas encore grand chose sur leur compte comme ça. J'envoie des personnes sur un compte sur lequel ils ont publié que des photos de téléphone, ils ont pas encore mis vraiment ce qu'ils faisaient. Que l'intérêt, les personnes vont faire un tour, on va avoir une mauvaise image d'eux, ça sert à rien pour l'instant, il faut leur laisser le temps. Et puis parfois c'est des personnes qu'on m'a un peu imposées parce que la cousine des mariés qui fait de la photo, elle me demande qu'elle m'accompagne sur un mariage, je la connais pas, je discute un peu avec elle, mais par principe, moi je dis oui, parce que voilà, elle fait partie de la famille, elle va être là le jour du mariage, si je lui dis non, elle va passer la journée à ranger son frein avec son appareil à la main. On va le faire, mais en cachette, entre guillemets, ça n'a aucun intérêt. Il vaut mieux se mettre d'accord dès le départ. Exactement. Donc ça, c'est clair que par défaut, il y en a que j'ai pas non plus choisi. Là où ça peut moins bien se passer, c'est très rare. C'est pas quelque chose de fréquent, mais c'est déjà arrivé où la photographe en question ou le photographe, mais j'ai surtout des filles qui m'ont accompagné au mariage parce qu'encore une fois, c'est un milieu assez féminin. Bah ouais, on se retrouve un peu seul sur notre. Venez messieurs. C'est les bienvenus. Mais il y a sur le fait d'être très envahissant par rapport à la journée de mariage. Je sais qu'il y a une grosse part sur laquelle j'essaie d'être le plus discret possible. Et si la personne qui m'accompagne prend plus de place, parle plus, fait plus de bruit, va se mettre plus en plein milieu, ça va être compliqué. C'est arrivé à moindre mesure, ça. Et c'est pas très agréable. C'est un peu compliqué de devoir gérer et les invités, le mariage, etc., les photos, et la personne qui est censée nous assister dedans. Et la deuxième partie, ça va être peut-être le fait que la personne qui nous accompagne n'ait pas du tout les compétences techniques nécessaires pour faire déjà des bonnes photos. Ce que je veux dire, c'est que je comprends que la personne soit en apprentissage, et ça c'est normal. Le but, c'est justement... Voilà, complètement. Mais je pense que le plus intéressant pour accompagner, quand on accompagne quelqu'un sur un mariage, c'est d'avoir déjà la base de la photo et d'apprendre comment se comporter pour faire des photos spécifiquement de mariage. Mais si on apprend et la partie attitude en mariage et la partie fonctionnement en mariage, etc., et en même temps qu'on essaie de rattraper des lacunes en photo, en fait, déjà juste la partie mariage, il faut accompagner un certain nombre de mariages pour avoir vraiment déjà le feeling de la chose. Si en plus on rajoute le côté photo, où on galère avec le boîtier, etc., ça ne sert à rien. Et donc il y a pas mal de personnes qui ont des bons trucs, ils ont déjà des bonnes pistes en photo, je sens qu'il y a des choses qui se passent, ils ont des bonnes bases, ils sont intéressés à ça, ils commencent à avoir un peu de matériel, pas obligé d'avoir un matériel pro, je m'en fiche, mais avoir déjà, pas juste un téléphone, quoi, avoir déjà un petit truc à la main, éditer déjà un petit peu ses photos, faire ce genre de trucs-là. Il y en a qui ne cochent pas ces cases-là, qui me demandent de m'accompagner sur des mariages, ils ont l'air hyper sympas, mais je leur dis non parce que en fait ça peut pas leur être profitable à ce moment-là. S'ils passent la journée à se battre contre leur boîtier, à essayer de rattraper. Ils ne profitent pas de l'expérience. Et c'est ça. Et en fait, ils finissent la journée sans avoir appris du côté mariage spécifiquement. Et en plus, je fais rare, enfin c'est une fois sur des mariages, une ou deux fois. Bon, il y en a, j'aurais trop plaisir à en faire plusieurs. Cyprien, Anne, voilà, il y a pléthore. Je serais trop heureux de les avoir plusieurs fois sur des mariages avec moi, et plus même en tant qu'ami photographe qu'autre chose. Mais voilà, c'est une expérience qu'on fait rarement 2-3 fois d'affilée, parce que c'est quand même assez contraignant même pour eux de venir sur des mariages, de se caler sur les dates, etc. Donc voilà, je sais pas si ça résume bien la chose. C'est bien dit. Moi, je rajouterais juste une petite chose à pas sous-estimer. Je dirais plus pour le photographe qui accepte qu'on l'accompagne. Alors ça m'est arrivé, mais vu que j'ai fait à peu près un tiers du nombre de prestations que tu as déjà fait, ça réduit un peu mes opportunités. Et en particulier, moi, la première fois que ça m'est arrivé, j'avais un peu sous-estimé la place que prendrait cette personne à mes côtés. La place que toi ça prenait mentalement, ou la place que elle prendrait? Un peu des deux, finalement, parce que je me sentais justement un peu responsable aussi. J'avais dit ok, viens avec moi, pas de souci. Donc finalement, il fallait que je sois aussi à l'écoute de ces personnes-là. Et en fait, c'est tout bête, mais si on ne dit pas dès le début, bon, par contre, il faut que tu fasses bien attention, c'est le photographe qui va rester le responsable des photos, et vous ne pourrez pas dire, bah oui, en fait, j'ai pas pu garder cette série-là parce qu'il y avait un tel qui était dessus, ou j'ai pas pu avoir cet angle parce que il y avait mon assistant qui était là. On est quand même responsable de la journée. Et en fait, ça m'a, en tout cas moi, préoccupé un peu l'esprit, de me dire, il faut pour autant que mes photos soient aussi qualitatives, avec quelqu'un qui me suit et qui est à côté et qui risque d'apparaître à certains moments, ou voilà, qui va proposer quelque chose. Bon,
moi je l'aurais pas fait, mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Mais c'est bien aussi de proposer des idées. Ça se trouve, ça marchera à 1000% et j'y ai pas pensé, génial. Mais ça se trouve aussi, en fait, on a un quart d'heure pour les photos de couple. Et si moi je le sens pas, est-ce que je peux lui dire, mais je vais proposer. Enfin, en fait, il y a plein de choses. Il faut un peu être conscient que quand on prend quelqu'un avec soi, on reste responsable à 100% du rendu final. Et il faut qu'il soit aussi qualitatif que si on était seul et que nous, on se connaît par cœur et on sait comment on fonctionne. Il y a un peu une part d'inconnu de, il y a quelqu'un qui va travailler avec moi, je sais pas à 100% comment il fonctionne, on a échangé, il est hyper sympa, mais en fait, s'il a l'habitude de se mettre à genoux en plein milieu à chaque fois qu'il prend une photo, et moi je suis toujours debout à 20 mètres, et ça va pas coller, quoi. Ouais, moi je me laisse toujours la liberté, et j'ai heureusement jamais eu besoin de le faire, mais je me laisse toujours la liberté de dire écoute, ça va pas coller, donc dégage. Parce que pour moi c'est vraiment la priorité. S'il y a un doute dans la journée que les photos vont être moins qualitatives parce qu'il est là, c'est pas possible. En fait. Pour moi c'est juste pas possible. Je suis là en priorité pour les mariés. Je fais plaisir à quelqu'un en lui permettant de venir, mais voilà, faut pas qu'il empiète dessus. Mais fort heureusement c'est jamais arrivé et ma stratégie pour ça c'est de lui dire suis-moi. Donc au maximum il me suit et régulièrement je lui dis tu peux aller là-bas, là tu auras un point de vue différent du mien, mais tu vas quand même pouvoir tout observer, avoir des jolies photos, ça pourrait être intéressant pour toi. Et donc c'est suis-moi, observe-moi, et je fais des commentaires aussi. Il y a pas mal de moments dans la journée pour des photos de mariage, on court tout le temps, mais il y a des moments où ça attend un peu pendant la messe, dans les transports, etc. Et c'est intéressant, je trouve, de regarder à l'arrière des boîtiers, de commenter ce qu'on a vu, comment on s'y est pris, de dire un truc par exemple que je fais souvent, il y a des moments où ça devient automatique, parce qu'il y en a tellement qui m'ont accompagné qu'il y a des trucs que je sais que ça peut intéresser ceux qui débutent, mais par exemple dans l'entrée d'église, je leur dis fais bien attention de sous-exposer toutes les photos que tu as, de surexposer un petit peu tes photos à ce moment-là, parce que tu vas avoir la lumière qui rentre par derrière, tu vas avoir la mariée, ton but c'est de l'avoir avec de la lumière. Et ça, c'est pas un truc qu'ils devinent, ils vont avoir besoin de faire une première fois des photos un peu trop sous-exposées, la mariée pas très nette, etc. Ouais, puis au bout d'un moment, ça va venir. Pareil, je lui dis ok, on va sortir, il est en train de prendre ton sac et tout ça, je lui dis fais bien attention. Tu sous-exposes un petit peu par rapport à ton appareil, fais bien attention de ne pas surex parce que les photos d'église ont sorti, on a réglé pour l'intérieur l'obscurité de l'église et puis on va sortir, il va y avoir plein de lumière et il ne peut pas le deviner mais il faut y penser, c'est des petits trucs comme ça de note mentale. Ça c'est un truc que je fais beaucoup, je lui propose de me suivre, d'observer un petit peu comment je fais et surtout d'avoir ces petits tips en plus de là pense bien faire ça, je pense à Clippy de Windows, les petits trucs qui te dit si vous voulez enregistrer votre document, cliquez sur fichier, enregistrer, ça, et je vois un petit peu comme ça, tu vois, un espèce de tuto suivi au fur et à mesure de la journée, glisser ça. Et ça coûte rien, c'est un truc auquel je pense naturellement, donc j'ai juste à le formuler au doigt pour lui. Donc ça c'est toujours super bien passé, cette partie-là. J'ai jamais eu l'impression qu'il était dans mes pattes. Et même, il y a un petit challenge, parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'observe, donc tu sais que tu as encore plus la pression de performer à ce moment-là pour les photos. Donc je trouve, en fait, je trouve que c'est assez motivant. Là, demain, tu vas être avec moi sur un mariage, mais plus en tant qu'invité. Je suis invité, mais je compte bien jouer un poil du boîtier. et j'en ai bien l'intention, mais moi, ça me met la pression. Ça va pas changer ce que je vais faire, parce que sur tous les mariages, je fais comme si tout le monde m'observe. Enfin, d'ailleurs, c'est un peu le cas. Mais je fais vraiment de mon mieux. Mais le fait qu'il y ait quelqu'un qui connaisse vraiment ce métier-là et qui m'observe, ouais, ça met une petite dose de challenge supplémentaire. Et j'adore ça. Je vais arriver avec des petites fiches pour. T'auras un petit sifflet pour mettre des cartons quand tu vois un truc qui te plaît pas. C'est les cartons rouges contre-jour de groupe, ça passe pas. Avant le relais, vous allez voir. Et sûrement. avec une petite vidéo en story à dire mais voyons, voilà, Jean de Mallet qui fait des photos à contre-jour, bravo, la profession qui fout le camp, la déontologie. De toute manière, c'est que de l'air. C'est un semblant, c'est mes assistants qui font toutes les photos et bien sûr. Je les récupère à la fin de l'année. J'ai aussi un petit colada sur les doigts. C'est bien connu. Oui, tu disais que ce sujet-là était en lien avec autre chose. Oui, rebondir sur autre chose. Donc, hop, rééchange de téléphone. Les iPhones, ça brûle les doigts. Donc, Alors, en fait, ma transition est quand même un peu légère, mais ça reste sur l'idée de bosser à plusieurs. Je pense que tu vas voir. Je vais aborder. On nous a posé la question, parce que ça nous est arrivé à tous les deux. Faire des photos qui sont soit retouchées par un autre photographe, ou au contraire, toi, retoucher les photos d'un autre photographe. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on en a envie? Voilà. Comment est-ce qu'on tourne autour de ça? Peut-être que tu peux expliquer, si tu veux, dans quel cadre est-ce que toi, c'était arrivé? Alors, c'est un... Sans forcément citer, hein, mais... Non, c'est un sujet qui me touche forcément, ça fait partie de mes projets aujourd'hui. Comme j'ai beaucoup de demandes de personnes qui veulent que je fasse des photos de mariage et qui veulent spécifiquement avoir mon type de retouche et d'image, qui me disent qu'ils sont en peine de trouver quelqu'un d'autre parce que je suis pas dispo pour la date, forcément, ça m'a interrogé. Et donc, en 2024, il y aura quelqu'un qui va faire des photos aussi pour moi sur d'autres mariages. Évidemment, avec l'accord des mariés, ils sont au courant avant, dans les contrats, ça sera prévu.
Mais l'idée, c'est qu'il fasse des photos avec exactement le même matériel que moi, dans le même style que moi. Il m'a suivi sur quelques mariages, il sait à quoi ça ressemble. Il photographiera aussi mon mariage, donc voilà, l'idée, c'est vraiment que... Alors, je lui fais complètement confiance sur la qualité de son travail, mais comme il n'est pas très connu, bah, voilà, il faut aussi pouvoir lui faire de la pub. Il n'a pas le temps d'éditer les photos parce qu'il a... Je pense que c'est ça d'ailleurs le truc important, c'est pas pour l'histoire de la pub qu'il le fait, c'est pour des questions de timing. C'est pour des questions de timing et puis aussi des histoires des questions d'appréciation du processus. Il aime bien éditer, mais c'est pas sa passion. Moi, j'adore éditer des photos de mariage. J'aime beaucoup en faire sur le terrain, mais je pense qu'ultimement, là où j'apprends le plus, là où c'est le plus challengeant, là où c'est le plus intéressant, pour moi, c'est peut-être la partie édition des photos. Quand elles sont bien prises, bien entendu, parce que si je travaille d'un truc mal fait, ça serait un cauchemar, mais c'est pas le principe. Et dans ce processus-là, pendant longtemps, je rebutais à ça, parce qu'il y en avait pas mal qui m'avaient demandé, qui m'avaient proposé, qui m'en avaient parlé, même des personnes qui n'étaient pas dans le domaine de la photo, mais qui me disaient, mais là, tu aurais un truc à faire. Pendant longtemps, je me disais que c'est pas possible comme processus, parce que c'est tellement personnel à la touche, c'est tellement une expression de sa vision du moment, que ce serait difficile de la déléguer. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai compris, en fait, dans un chœur musical, les personnes vont s'exprimer en chantant, mais ils vont participer à un tout qui n'est pas forcément une prise, c'est difficile à suivre. Je vais très en plus. Je suis à l'eau maintenant. T'inquiète. Oui, non, je vais terminer aussi, je vais être à l'eau. Je vais te proposer une question. Vas-y. Pour enchaîner, je passe totalement du coq à l'âne, mais question qui va déchaîner les passions, en tout cas qui déchaîne les miennes. Comment tu te places par rapport aux mariés sur tes délais d'ouverture de saison? Je peux formuler ça un peu différemment. Voilà. Est-ce que pour toi, le plus juste, c'est, je sais pas, 6 mois avant, 9 mois, 12 mois? Est-ce que tu trouves que 18 mois, c'est trop tôt, c'est bien? Voilà. Comment est-ce que tu procèdes et qu'est-ce que tu penses sinon de tout ça? Alors, ce qui est certain, c'est que le premier aspect, c'est que moi j'ai envie de photographier des couples qui ont un cheminement qui m'intéresse et qui me semble juste. Il y a de tout, il y a toutes les variations, il y a ceux qui ont déjà eu des enfants, il y a ceux qui se connaissent depuis très peu de temps, il y a ceux qui sont âgés, il y a ceux qui sont hyper jeunes, et c'est un vrai challenge aussi de se poser la question du mariage à leur âge. Il y a tout. Donc, je suis très ouvert à ça, mais j'ai besoin de m'assurer que leur cheminement me semble aller vers le bien pour eux, non pas en tant que juge, mais au moins que je me dise, je suis la bonne personne pour les accompagner le jour J parce que leur histoire me parle, parce qu'il y a quelque chose qu'ils vivent, où je serais heureux de mettre en valeur ce qu'ils vivent à ce moment-là, parce que ça me semble avoir du sens ce qu'ils vivent. Et évidemment, j'en sais rien, je ne suis pas dans le secret de leur cœur, mais c'est l'idée. Ça répond à la question de la durée. Parce qu'en fait, si le couple m'appelle et me dit on se marie dans 2 ans et demi, moi, ça n'a aucun sens pour moi. Il peut y avoir des cas spéciaux, il peut y en avoir qui ont besoin de ce temps-là et qui repoussent leur fiançailles, mais les fiançailles de moins de 6 mois ou de plus de 1 an et demi, 2 ans, moi je commence à me poser des questions. Est-ce qu'ils ont vraiment envie de se marier ou est-ce que c'est vraiment pas du tout le moment et donc pas du tout sûr que dans 2 ans ils veuillent se marier. Après personnellement, j'ai pas non plus une visibilité au-delà d'1 an. Déjà il y a plein de trucs que je vis et qu'on me demande de faire régulièrement et qui changent parce que on est dans les âges où ça bouge énormément. Où c'est vrai que réserver 1 an à l'avance, c'est souvent faire un petit pari quand même sur le fait que nos amis vont pas se marier à cette date-là, qu'on va pas avoir un truc de fou à vivre à ce moment-là aussi. Et il y en a, et il y a des renoncements à faire aussi. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Donc il y a beaucoup cette question-là quand même de qu'est-ce qu'on vit. Et c'est sûr que le plus arrangeant, c'est d'attendre. Alors moi, j'ai un truc un petit peu vicieux que je fais, mais c'est pour le bien des mariés, c'est pour le bien aussi, c'est pour faire le choix. J'ai reçu 250 demandes pour l'été dernier, et une grosse partie de la façon dont j'ai choisi, c'est pas la distance, c'est un peu le feeling, et aussi, en fait, je me presse pas pour répondre à tous les mariés, et je leur envoie pas un contrat immédiatement. Parce qu'en fait, s'ils sont pressés d'avoir tout de suite un photographe, et qu'ils tombent sur quelqu'un d'autre qui leur propose de l'avoir immédiatement, c'est le cas de beaucoup de photographes, l'avantage, c'est qu'ils choisissent quelqu'un d'autre et ça libère la place pour quelqu'un qui a vraiment envie de m'avoir et qui est prêt à attendre le temps nécessaire pour que je leur donne la réponse. Et en fait, c'est ce que je fais. Je fais des pré-réservations. Donc je reçois les demandes, je leur dis que ça valide pas du tout, mais je leur dis si je suis dispo ou pas sur la date, et je leur dis ok, je vais voir en fonction de mon agenda. 1 an à l'avance, donc en gros en mi-septembre, je commence à envoyer les contrats aux dates que je sais vouloir prendre et tout ça. Et ceux sur lesquels j'ai des conflits de dates, j'attends encore un tout petit peu, je laisse 2 mois à peu près. Je prends le temps de les appeler chacun et de discuter avec eux, d'apprendre un petit peu à les connaître pour les départager, en fait, c'est vraiment ça. Encore une fois, c'est pas une histoire de distance, c'est pas une histoire de budget, c'est pas une histoire de il est militaire, donc je vais le prendre comme ça, j'ai plein de militaires cette année, mais c'est vraiment pas de mon fait. Ça s'est fait parce qu'ils sont le bouche à oreille, ça va vite dans ce milieu et ils se sont donné le mot, je pense. Mais voilà, donc en durée maximale, pour moi, c'est. Alors dans mon cœur, ça serait pas plus d'1 an et demi, 1 an, je trouve ça bien. Minimal, je prends rarement des mariages moins de 6 mois avant parce que toutes les dates sont bouclées de toute manière. J'ai assez de demandes pour boucler 1 an avant, mais je laisse quand même des demandes venir au cas où parce que je suis très sympathisant
mariage qui se prévoit 6 mois à l'avance parce que c'est bon, ils sont prêts, tous les feux sont ouverts, ça fait 5 ans qu'ils se connaissent, ils se préparent depuis tout ce temps-là, ils ne savaient pas si ça allait pouvoir se faire, et boum ici. Ou alors, encore une fois, les couples où lui il est militaire, ils ne savent pas s'il va partir en mission ou pas, et 6 mois avant, il sait que non, il pourra garder la dette pour lui. Donc là, c'est parti, il choisit le photographe, et à ce moment-là, ça tombe sur moi. Et je suis très content de les prendre au dernier moment, et de garder des dates un peu en suspens au cas où. Et de dire au couple, si vous êtes très pressé d'avoir une date, foncez chez quelqu'un d'autre, je veux pas être la solution de repli. Mais s'ils veulent vraiment m'avoir, c'est comme ça qu'il faut l'avoir. Est-ce que ça répond à ton déchaînement de passion? Ça y répond. C'est une vision hyper intéressante de se prendre de ce côté-là. C'est pas forcément une vision que j'avais anticipée, donc c'est parfait. On va pouvoir développer plusieurs axes. Là, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Donc là, on a vu un peu ta vision de toi, photographe. Ouais. Et en fait, l'année dernière, moi, j'y ai réfléchi en tant que marié. Et je me suis dit, ok, moi, si je suis marié, est-ce que 18 mois avant mon mariage, par exemple, ma première priorité, c'est de trouver mon photographe. Je connais parfois même pas l'église dans laquelle je vais me marier. Je suis en pleine recherche de lieux. Souvent, c'est à peu près Italie, etc. Est-ce que vraiment, si j'ai envie d'avoir un tel et qu'il ouvre sa réservation 18 mois avant, est-ce que c'est pas un peu le truc du moment, quoi? Et est-ce qu'il n'y a pas un peu cet effet boule de neige de un tel a ouvert sa réservation 18 mois à l'avance, donc les gens s'affolent un petit peu, donc commencent à chercher leur photographe, donc nous, 18 mois à l'avance, on reçoit des mails, donc on se sent obligé d'ouvrir assez tôt, et donc en fait ça fout une pression à tout le monde, alors que dans le fond, qu'est-ce que ça change de les ouvrir même un an avant, par exemple? Déjà, les ouvrir plus d'un an à l'avance, j'ai du mal à comprendre comment les gens peuvent avoir une vision sur plus d'un an à l'avance de leur agenda. Ça, je comprends pas, mais enfin voilà. En soi, je pourrais dire, ok, je fixe et puis je verrai bien et j'adapterai mon agenda autour de ça, mais je préfère faire l'inverse. Donc, En fait, ça se trouve, cette question ne sert à rien, juste à dire que moi, ça m'énerve. Désolé pour ceux qui le font. Mais tu penses vraiment qu'il y a des photographes qui ouvrent plus d'un an à l'avance leur réservation? Ouais, j'en connais, ouais. Parce que moi, des pré-réservations, j'en ai pour 2025, 2026, j'en ai qui me disent, ok, 2026, normalement, on se marie à cette date, mais on a encore besoin d'un peu de temps, on veut s'assurer que ça avance bien. Ok, là, j'entends, ça me plaît bien. Ouais. Ils sont pas encore fiancés, mais ça va arriver, ils ont vraiment envie de m'avoir en photographe, ça tombe bien, ils ont déjà le lieu parce que ça va être chez les grands-parents, machin. Ok, pourquoi pas, tu vois. Oui, c'est encore une vision différente. Mais encore une fois, je précise bien que moi, je m'engage pas à ce moment-là à le faire. Par contre, une fois que le contrat est envoyé et que c'est bon, alors là, par contre, la date est bouclée et c'est bon pour moi, quoi. Mais ouais. Mais j'entends totalement ce que tu dis et je pense que, sachant que tu peux pas prendre aussi beaucoup de mariages, mais là, je le pensais comme ça, enfin, personnellement, pour l'avoir vécu, sachant que tu peux pas prendre beaucoup de mariages, que t'as pas énormément de visibilité sur tes dates, etc., je me dis que le mieux, c'est que, effectivement, tu dis, 2024, c'est mort, sauf si je me rends compte qu'en fait, je peux en prendre et que ça tombe bien par rapport au stage. Donc je prendrai les mariages organisés dernière minute. Il y en a. Oui, c'est ça. Il y a ceux où le photographe se désiste à la dernière minute. Et si toi ça tombe bien, que le couple est cool, etc., tu peux en faire 3-4 dans l'année. Oui, c'est ça. Alors là, c'est très appliqué du coup à mon cas un peu plus personnel. Mais il y en a d'autres. Je pense à toutes les mamans qui réservent un an à l'avance. Comment elles font quand elles apprennent qu'elles tombent enceintes 3 mois après? Mais exactement. En fait, ma question de base de cette question du délai, finalement, alors c'était hyper intéressant de l'avoir du côté de la progression des mariés et aussi du point de vue du photographe. Mais effectivement, je pensais au départ plus l'aborder sur ce côté-là. En fait, en 18 mois, il peut se passer tellement de choses. Et c'est pour ça que je trouvais ça, moi, parfois, une durée un peu longue. Et aussi, pour moi, ça met un stress chez les gens qui cherchent un photographe. Surtout qu'aujourd'hui, de plus en plus, le photographe de mariage s'est démocratisé. Parce qu'on en trouve de plus en plus dans différents budgets. Donc, en fait, finalement, tout le monde peut avoir un photographe à son mariage. Ça, je connais pas beaucoup de mariages qui s'organisent sans photographe de mariage. Exactement. Et j'en profite d'ailleurs, je voudrais dire, mais je voudrais rassurer les mariés, vous trouverez toujours quelqu'un pour vous accompagner. Que ce soit 18 mois avant ou 3 semaines avant. Alors, la bonne date pour chercher, je pense que c'est quand même entre 10 mois et 10 mois et 6 mois entre avant. 6 et 12 mois, très bien. Ouais, voilà. En général, mais effectivement, aujourd'hui, si jamais il y a des photographes que vous tenez particulièrement, contactez les 18 mois à l'avance et puis comme ça, ils rageront. surveillez au moins leur site, surveillez leur réseau, surveillez leurs actualités. Ouais, moi j'enverrai juste un mail avec les infos. Moi, comme ça, je le note. Et puis le jour où je vais finir la saison là, qui est hyper prenante, je vais finir soutenance de mémoire et tout ça. Dès que j'aurai fini ça et que j'ouvrirai officiellement la saison 2024 parce que je tarde, j'enverrai un mail à toutes les personnes qui m'ont envoyé un message avant, leur demander si c'est encore d'actualité, si la date tient toujours, si le lieu tient toujours, et si c'est le cas, est-ce qu'ils veulent qu'on s'appelle. Puis là, je passe 2 semaines où j'ai tout le monde au téléphone à longueur de journée.
Et puis comme ça me permet de faire mon choix, quoi. Et je lance une bouteille à la mer. Si un photographe qui ouvre ses réservations 18 mois à l'avance veut témoigner de pourquoi il le fait, Ah oui, dans les commentaires, on carrément. l'attend. Même en message privé, on fera passer l'info, j'en sais rien. Ça se trouve, on améliore Et d'ailleurs, même si des mariés veulent rebondir, parce que toi, tu en parles finalement en ayant déjà trouvé ton photographe de mariage. Alors, moi, j'en parle moi, pour pas du tout de projet. Pour m'être vraiment posé la question, je sympathise quand même avec les mariés qui stressent de trouver un photographe parce qu'ils sont vraiment amateurs de belles photos et que c'est pas évident d'en trouver. Pour ça, le truc dont je parlais avant, d'avoir un photographe qui bosse pour moi ou d'autres, etc., il y a beaucoup ce côté-là où j'ai eu tellement de couples qui étaient un peu désespérés de ne pas trouver un photographe qui était adapté pour eux, etc., et qui là commencent à stresser. Pas au début, pas le fait qu'ils commencent à s'y prendre un an à l'avance, parce qu'ils sont bien organisés, ils savent qu'ils vont se marier, ils connaissent la date, le lieu, bon voilà, photographe ça vient derrière. Et plus de se trouver que des portes fermées et passer 4 mois à ça, et au bout d'un moment de se dire, mais en fait, oui, on va avoir un photographe, mais on n'a pas envie d'avoir Joe le Colodo du village qui sait pas faire 3 photos alignées, ça donnera rien et ça sera triste. Et pour en avoir entendu pleurer au téléphone à cause de ça, moi j'avoue que je me vois pas les laisser sans réponse. Pour moi c'est vraiment notre mission de trouver une façon de faire. Donc à ce moment-là, je remue ciel et terre, j'essaie de trouver. C'est à ça que sert aussi notre groupe de photographes potes. Et les réseaux. Voilà. Mais au-delà même de ça, je pense qu'il y a un moment où dans notre réseau, on est tous vite bookés sur la plupart des dates. Et s'il se marie en août parce que elle est instite et le reste de l'année elle bosse, lui il est militaire, il sera en mission la moitié de l'année. Mais ils ont 3 dates dans l'année pour se marier, elles sont toutes les 3 en pleine saison. Et puis voilà, ça tombe mal. Ils font quoi? Et je comprends, tu vois, le 18 mois à l'avance, ou alors le stress de 1 an à l'avance, trouver personne et être en difficulté. Donc c'est un peu en ça que je compagne mes mariés, mais en même temps je les mets à travers cette épreuve-là parce que je sais que ça sera le bon moyen de, si leur priorité c'est d'abord de se rassurer avec un photographe, plutôt que de m'avoir moi, ça fait le tri naturellement. Et comme j'en ai trop et que je veux pas faire le tri de tout le monde, parce que c'est des chiants de dire à des personnes, bah non je vous prends pas, je prends quelqu'un d'autre, franchement c'est pas marrant à faire, ça se fait naturellement par ça. C'est pas très fun, mais voilà. Et le but, c'est maintenant que, au fur et à mesure du temps, il n'y a plus personne qui m'appelle et qui n'a pas de réponse pour un mariage. Ça arrivera pas, mais ce sera jamais possible de satisfaire tout le monde. Je vois bien que les dates, juste avant la reprise des cours, je sais pas quoi, il y a 2 dates où tout le monde se marie là. Mais en fait, je comprends vraiment. Voilà. Après, et pareil, je me précipite pas sur les réponses de mail 1 an avant pour la saison d'après. Je peux laisser 1 semaine avant de répondre. Par contre, 6 mois avant ou 3 mois avant, là, ils me rappellent dans l'heure, parce que c'est des moments qui arrivent très vite. Et si on règle pas ça tout de suite et que moi je peux pas les prendre, je vais pas les laisser sans photographe et qu'ils se retrouvent au dernier moment à dire ah bah mince, on attendait que tu nous dises oui, et puis en fait tu peux pas, donc. C'est ça. Je sais pas si c'était. Voilà. Non, on a évoqué un peu le tour de la question. Et en fait, finalement, je pense que si ça fait un mari qui cherche actuellement un photographe qui nous écoute, ça leur expliquera aussi finalement comment est-ce que nous on doit fonctionner par rapport aux demandes qu'on reçoit. Et dans l'autre sens, j'attire l'attention des photographes, j'espère, à réaliser un peu parfois tout ce que ça enchaîne. En tout cas, c'est mon point de vue, je suis peut-être un peu borné dessus, mais voilà, de jouer parfois à des dates un peu excessives selon mon point de vue. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense plutôt du point de vue photographe parce que je pense que c'est la majorité des personnes qui nous écoutent. Toi, comment est-ce que tu fais le tri dans les couples qui te demandent, mettons que tu as 3 couples à la même date, à peu près à 2 heures de chez toi en voiture, donc franchement la distance c'est pas tellement la distance c'était pas un argument forcément. Ok, très bien. Mais je sais que pour beaucoup c'est si t'es pas à 1 demi-heure de chez moi, je viens pas. Donc moi clairement pas mon idée. Donc t'as 3 couples, tu les connais pas, aucun des 3, c'est pas des amis d'amis ou c'est pas des amis d'amis. Ils sont à la même date, pour les mêmes budgets, pour les mêmes heures, en gros c'est sur la même chose. Les lieux sont plutôt beaux sur les 3, franchement ils sont canons. Comment je fais? Là, qu'est-ce que tu fais? Et t'as 3 couples, pas juste 2 où c'est assez facile. 3. 3. Moi, je vais rebondir sur un truc dont j'ai déjà parlé, mais pour moi, la première rencontre est hyper importante. Et en fait, déjà, je commence par si je dois faire un choix, je suis désolé, mais la façon dont le mail est tourné va déjà influencer le choix que je vais faire. Tellement. Si j'ai bonjour, on cherche un photographe, êtes-vous disponible? Déjà, si j'ai un bonjour. Non, c'est même mieux. Bonjour, pouvez-vous nous envoyer un devis pour telle date, tel lieu, cordialement? Cordialement, c'est ça. Ou si j'ai bonjour Grégoire, nous sommes, j'en sais rien, on dirait les prénoms les plus classiques du monde, Marie et Louis. Je suis ton travail depuis un moment et j'ai la joie de me marier l'été prochain. Ça me ferait particulièrement plaisir que tu puisses être à nos côtés. Patati patata.
forcément, je vais être déjà plus touché par ce mail-là, où il porte un intérêt à moi en tant que photographe, et pas que, comme tu disais, juste la recherche de quelqu'un pour trouver quelqu'un. Ouais. Et voilà, ça va forcément jouer dans ce que je vais choisir à la fin. Et anecdote, j'ai déjà fait passer des gens qui avaient envoyé des mails plus tardifs par rapport à d'autres, mais qui m'ont beaucoup plus parlé et qui, finalement, c'est eux que j'ai choisi finalement. Je dis beaucoup de finalement, mais pour moi, le mail me permet déjà... Un mail idéal que j'ai reçu il y a peu de temps. Vas-y, continue. Mais, le mail me permet de faire un premier tri. Et la deuxième chose, je vais vous regarder vous plutôt que Jean. La deuxième chose, c'est j'avais pris l'habitude de faire toujours une visio avec les fiancés qui me contactent auparavant pour parler un peu de leur jour J. Et plus qu'un coup de téléphone, je faisais vraiment une visio pour qu'on puisse, entre guillemets, s'observer un peu, savoir qu'est-ce qui le fait sourire, qu'est-ce qui l'amuse, quelle est sa façon de se comporter en parlant avec quelqu'un qui ne le connaît pas. Et en fait, on en apprend vachement sur le feeling des gens, enfin le feeling qu'on va avoir avec ces gens-là. Est-ce qu'on va pouvoir s'entendre? Est-ce qu'on est un peu sur la même longueur d'onde, etc. Et voilà, pour moi, le premier contact et ce qui s'ensuit, et en particulier cette visio, fait finalement le lien et me permet de choisir. Je suis vraiment d'accord avec toi. Je voulais prendre un mail d'illustration que j'ai reçu il y a peu de temps. Je ne vais pas donner leur nom, mais je trouve que c'est tellement un mail type des mails. Quand je les reçois, je me dis, ok, eux, si je suis dispo, j'y vais. Parce que j'ai toujours eu d'excellentes expériences avec ces mariages-là. C'est pas juste un bon kiff d'une fois parce que le mail est bien tourné. Non, c'est que vraiment, là, ok, là c'est hyper vendeur, j'ai envie de le faire, et parce que systématiquement c'est un bon truc. Je rajouterais même que la plupart du temps, ce sont des mariés avec qui j'ai gardé contact. Ouais, pareil. Après leur jour J. Et ça me fait plaisir qu'aujourd'hui on soit devenus amis, ou sans forcément aller jusque-là, qu'on se tienne un peu au courant des nouvelles. Quoi. Et quand ils ont un enfant, ils t'envoient une photo la première semaine, quand ils passent par la vie, ils te proposent pour un café. Ouais, ça c'est le bonheur, ça. Coucou Jean, nous sommes amoureux depuis mars 2021, love at first sight et tout. Nous avons décidé de nous unir forever et ever en 2024, pas une mince affaire. Pour ce week-end tant attendu, nous avons envie d'un photographe hors pair. Déjà, c'est très flatteur. Ce qu'on aime dans ton travail, lumière naturelle, pas de retouches foncées, photos émouvantes, des photos de groupe marrants, détendues, de la poésie, de la spontanéité, 3 petits points. Notre mariage, c'est une bulle de bonheur du vendredi après-midi, mariage civil, au samedi dans la nuit. Une cérémonie religieuse aura eu lieu le samedi à 16h, suivi d'un cocktail et de dîner. Bon, on dit bulle du bonheur, mais en vrai, on sera stressé, on n'a qu'une hâte, c'est déjà d'être à deux, mariés, devant ton appareil photo, à profiter, s'aimer le tout en ayant de belles photos. Si tu acceptes cette mission, nous te logeons sur place. Beau château en briques, avec des détails. Pour tes moments de pause, une piscine refaite à neuf te tend les bras. Nous aimerions une présence du vendredi mariage civil au samedi première danse, avec pour la journée du samedi qui commence aux préparations. Bon, ça allait un petit peu vite dans la formulation, je pense qu'elle a sauté une ligne. Nous viendrons te chercher à la gare ou à l'aéroport et nous t'y déposerons évidemment le dimanche. Résumé 2 points, en plus à la facilité lecture, un truc de dingue. Un couple vraiment sympa, entre parenthèses, en toute objectivité. La date, le lieu, piscine à 2 doigts de craquer pour une photo dans la piscine en robe de mariée le dimanche si ça te tente. Et la date, le lieu et le numéro de téléphone pour les recontacter. Ça, bah oui. Exactement. Ouais, je dis oui. Ils ont l'air cool, ils parlent d'eux, ils parlent de comment ils se sont rencontrés, ils donnent un aperçu de leur tempérament avec ça. C'est fou. Génial. Et il y a la piscine. Je m'en fous complet, mais le reste me plaît trop, quoi. Je ferais juste une toute petite parenthèse. Effectivement, c'est un peu le mail que nous on aime recevoir lorsque vous tenez vraiment à ce photographe. Il se peut que parfois le photographe que vous vouliez n'est pas disponible. Ouais. Et forcément, on vous demande pas de mentir aux autres photographes que vous allez contacter en disant t'es mon photographe préféré. Ça sert à rien d'en faire des caisses si c'est pour en faire des caisses pour autant. D'autant que ça va être facile à repérer derrière. En discutant avec eux, l'envie de compléter ce que dit la personne en face est évidente, et il y a un moment on va dire une bêtise si on connaît mal ce qu'il fait. Et même moi finalement, dans mes réponses de mail, quand on me dit bonjour, pouvez-vous me faire un devis, je leur dis désolé, je ne suis pas disponible, à la ligne cordialement. Alors que quand on prend le temps de détailler, ça me fait plaisir d'expliquer pourquoi je ne suis pas disponible. Ouais. Voilà, j'ai fait le choix de faire par exemple telles études, patati, je me répète un peu dans la situation, mais forcément, nous les premiers, on a envie d'y mettre un peu plus de cœur, et même si on décline, on le fait à contre-cœur, plus que lorsque c'est juste... Et là, quand je dis oui, je sais que toute la semaine avant le mariage, je vais penser à ça tous les jours, et je vais me dire, j'ai hâte que ça arrive, j'ai hâte d'y être, j'ai hâte de le photographier, etc. Je sais que ça fait vraiment partie aussi du kiff de ça, et je pense que les photos, ça s'en dégage. Bien sûr. Je pense qu'on peut faire de bonnes photos, quelles que soient les circonstances, mais quand on est à fond dans le truc... Mes plus belles photos sont des photos de gens avec qui j'ai développé un lien. Ouais, c'est logique. C'est hyper logique. Voilà. Et ben, Grégoire,
Je pense qu'on a discuté. On a fait un de gros sujets. tour là, oui. On est pas mal. On a pu répondre à un certain nombre de questions. C'est pris vraiment au dernier moment, donc on n'en a pas eu tant que ça en questions de cours. On doit en avoir une trentaine, je pense, comme ça, à tout casser. Mais voilà, qu'importe. Vous pouvez laisser d'autres questions dans les questions de dans les commentaires de cette vidéo. Je sais pas Bien si la sûr. prochaine fois ça sera en personne ou pas. Il va falloir que Jean monte à Angers parce que moi j'ai pas le budget pour descendre à Bordeaux tous les week-ends. Avec les mariages que j'aurai peut-être en hors saison, ça. Je viendrai passer la semaine chez toi. Et Parfait. d'autres J'ai un canapé lit tout neuf qui t'attend. Yes, magnifique. Mais voilà, on est hyper. Enfin, moi je suis hyper touché des retours qu'on a eu sur le dernier podcast qui était mal enregistré. Un peu à l'arrache, ouais. Oui. Carrément à l'arrache. Là, c'est un peu plus un test, un petit peu plus rodé. Je pense qu'au fur et à mesure de temps, on pourra aussi avoir des sujets un petit peu préparés Ouais, avec des carrément. questions et essayer d'avoir des trames. Et puis voilà, pour voir s'il y a des trucs qui peuvent vous intéresser, si parler d'une certaine technique photographique spécifique en mariage ou ailleurs, si vous avez envie de parler plutôt côté business, comment est-ce qu'on trouve ses premiers clients, comment est-ce tout ça, c'est des Il trucs y a aussi intéressants. un aspect hyper intéressant, je pense. On en reparlera une prochaine fois parce que moi ça me plaît particulièrement. C'est comment est-ce que tu t'organises entre le moment où tu signes un contrat et le jour J. Ah oui, C'est hyper important d'en parler. Comment est-ce que tu développes les liens, comment est-ce que tu. Voilà. De quoi tu parles avant le jour J, etc. Je compte pas sur la SNCF. Non, ça c'est. c'est. Sinon t'arrives la veille. Voilà, ouais, c'est exactement. Ouais, non, c'est ce que je fais systématiquement. Bref, ça c'est Ça très reste une intéressant. chose à dire encore. Mais il faut pas hésiter, ouais, si vous avez des questions là-dessus, envie de lancer des sujets, ça peut être très vague, ça peut être très spécifique, c'est pas obligé d'être. Voilà, je me suis amusé à traiter de sujets aussi touchy sur la photo, la question de la photo de nu, la question des photos. Il y en a qui m'ont posé des questions aussi, plus en privé, mais les questions des photos d'enterrement. Est-ce que ça se fait? Est-ce qu'on peut bien le faire? Quelle est l'attitude à avoir et tout ça? Tout ça, c'est des genres de sujets qui peuvent être assez intéressants à traiter, je pense. Et ça sera pour une prochaine fois. Peut-être en visio avec un meilleur son et une meilleure technique. Et sinon en personne, ça pourrait être trop cool. Merci Jean. Merci termine pour en la 50. transition. J'ai plus rien. Allô et en vide? À la prochaine. Ça reste cohérent avec le reste. Ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Bon, comme je disais, le son, c'est encore à travailler. En termes d'aisance, c'est de mieux en mieux, mais il y a aussi encore un petit peu de travail. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ce podcast a pour but, à terme, d'être un petit peu plus fréquent et de pouvoir traiter de tout un tas de questions que vous avez, des sujets, des anecdotes, des choses comme ça. Donc tout ce que vous avez laissé dans les commentaires, merci, c'est une mine d'or pour nous pour la suite. Et surtout, n'hésitez pas à commenter les photographes que vous aimeriez que j'invite pour les futurs podcasts. L'idée étant quand même qu'on ait une diversité d'expériences qui puisse venir enrichir votre formation en tant que photographe et votre apprentissage de la photo en règle générale, que ça touche le mariage ou d'autres thématiques. Je vous souhaite une très bonne journée, merci d'avoir écouté ça et puis à très bientôt. Ciao.